OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à la formation de énergie et méthode scientifique. Je me présente, je suis Suzanne Dupas, je suis conseillère pédagogique pour le CPFPP, le consortium. Et puis aujourd'hui, l'objectif, c'est que je vais vous présenter un survol de énergie 4 à 6. Et ensuite, j'ai un invité, M. Dominique Tremblay, qui va, Bonjour. justement faire méthode scientifique, puis il va vous expliquer un peu comment faire l'intégration de justement cette idée organisatrice dans le thème sous énergie. On espère de l'avoir à quelques reprises cette année pour nous accompagner, puis vous aider aussi à mieux comprendre comment faire des expériences et faire l'intégration des méthodes scientifiques. Et donc, je vais commencer immédiatement. Euh, donc, on commence avec l'énergie. Donc, je veux commencer premièrement à vous dire que la présentation aujourd'hui que vous allez voir, c'est des ressources pour les enseignants. Ce n'est pas en guise que vous allez pouvoir prendre cette présentation Google Slide puis l'apporter dans votre salle de classe puis l'utiliser. C'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre les différents concepts de c'est quoi l'énergie, puis vous aider un peu à comprendre peut-être les trous que les élèves manquent ou les connaissances que les élèves n'ont pas acquis encore parce que c'est le nouveau programme de 4e à 6e année. On sait qu'il y en a ici parmi nous qui adorent la science puis qui sont très confortables avec. Il y a peut-être des concepts qui sont plus faciles que d'autres. Donc aujourd'hui, mon but, c'est je vous donne, on a de l'information, on a des ressources, puis c'est à vous de décider comment vous pouvez prendre ce qu'on a fait, l'adapter, prendre les ressources. C'est vraiment à vous, on vous l'offre, c'est vraiment pour vous aider à naviguer justement dans cette idée organisatrice. Donc, quand on parle d'énergie, c'est un concept justement que les élèves de les quatrième année, ils l'ont vu parce qu'ils ont eu la troisième année, énergie en troisième année, mais les cinquième et les sixième années, malheureusement, n'ont rien, n'ont pas la base encore, ont des fondements qui aident justement à faire la progression des différents concepts. Donc, aujourd'hui, si on regarde par exemple, l'énergie, c'est une force qui fait bouger des choses et qui ou produire ou de travail, ou produire du travail. On peut le faire par changer la température, la forme, la vitesse, la direction. Puis ça, c'est des concepts qu'on va voir dans quelques secondes qui sont vus en maternelle, en première, en deuxième année. Mais la chose avec l'énergie qui est toujours, qui je trouve trippante, c'est qu'elle est là. On la voit, mais on la voit pas aussi. Donc, c'est vraiment, elle nous entoure, elle fait partie de notre quotidien. Donc, ici, il y a une petite vidéo que vous pouvez justement la consulter pour mieux comprendre. Puis, il y en a peut-être, dépendamment sur vos élèves, on laisse ça à votre jugement professionnel de décider si c'est vraiment quelque chose qui pourrait servir à vos élèves. Ensuite, donc, je veux prendre quelques secondes pour vous montrer justement, bonjour Sophie, il y a de l'air à faire beau à Canmore. Vous allez voir, ce qui est important, c'est que j'aimerais ça que vous compreniez. Je vais prendre quelques secondes pour vous montrer justement la progression du curriculum, du thème de l'idée organisatrice d'énergie. Donc, si on regarde dans maternelle, la maternelle, ils vont voir le mouvement. Okay? Ils vont voir c'est quoi un changement, un objet et les animaux. Okay? Et ils vont aussi voir les raisons et des différentes façons. Ensuite, pardon, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, là. Ensuite, en première année, on voit qu'on prend les objets ici, puis on va approfondir ces connaissances-là. On va aller voir c'est quoi les influences. Qu'est-ce qui influence les objets? Puis là, on peut voir qu'il y a la forme, les matériaux, la texture, l'interaction. Puis ensuite,
des objets de nombreuses façons. Donc, on va parler de la direction, la trajectoire. Ensuite, on peut voir ici en deuxième année. Donc là, on s'en va avec des objets, puis on va commencer à parler, c'est quoi exactement? On va parler de la lumière et du son. Donc, on rentre en spécificité et on donne des sources, etc. Ensuite, on regarde en troisième année, pardon, on prend le changement, le mouvement, puis on s'en va à parler des forces, puis les forces appliquées avec les machines simples, donc des forces contact. On parle de l'intensité, la tension, etc. Et ensuite, en quatrième année, on prend l'intensité, puis on parle de contact, donc une force, et on s'en va une force sans contact. Donc, on a une progression, donc des forces avec contact. Là, on est rendu avec des forces sans contact, puis on parle spécifiquement de la magnétisation, donc les aimants, et la gravité. Pour certains d'entre nous, ça va être quelque chose qui est facile. Pour d'autres, c'est peut-être un concept un peu plus difficile. Donc, vous allez voir, les ressources qu'on a, c'est pas des ressources, ils sont vraiment larges pour que il y en a qui veulent savoir plus d'informations, il y en a qui voudraient en savoir moins, mais c'est à vous autres de naviguer justement dans les présentations pour décider qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui serait approprié pour vous dans votre classe. Puis après ça, on s'en va en cinquième année. Donc, les forces, c'est toujours donc le lien de la troisième année. Donc là, cette année, vos cinquième années n'ont pas vu les forces. Donc, ça serait important quand on parle des forces opposées qu'on voit dans la flottabilité puis dans le vol, que justement, qu'on parle de faire une courte petite révision avec nos élèves. C'est quoi une force sans contact? C'est quoi une force avec contact, sans contact, pour ensuite parler de justement le vol, puis amener justement les différentes, la poussée, la traînée, etc. Ensuite, la sixième année, encore, on va dans les propriétés qu'on voit justement en troisième année. Et là, on s'en va vraiment à parler de c'est quoi la propriété spécifique. Puis on va parler de la plasticité, l'élasticité. Puis avec les forces, bien, on s'en va avec c'est quoi une force interne et externe. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des liens, tout le curriculum, toutes les idées organisatrices de énergie sont reliées. Il y en a qui sont plus directement reliés, mais il y a toujours un lien. Donc, si je regarde ce diagramme ici devant moi, puis je suis en train d'enseigner la sixième année, puis mes élèves ont eu, ils n'ont pas eu le curriculum. Ils n'ont pas été enseignés le curriculum. Ils n'ont pas ces notions-là acquis ou de base. Donc, moi, comme prof de cinquième année, je peux aller voir qu'en troisième année, on a parlé des propriétés. Donc, c'est quelque chose que peut-être que je vais revoir avec mes élèves. Puis, je vais discuter un peu de ça pour justement qu'il y ait une meilleure compréhension. Vous pouvez vous imaginer de parler de plasticité et d'élasticité sans aucun contenu. Ça va être difficile pour eux autres de maîtriser ça. Donc, ça, c'est juste, je voulais juste vous donner une idée de comment tout est relié et tissé ensemble. Il y a la progression des concepts de la maternelle, puis si on regarde l'énergie, bien, on peut parler ici des concepts clés. Donc, on a la quatrième année, on parle d'attraction. En cinquième, on parle de flottabilité. Ensuite, on rentre dans les changements. Et en énergie, en cinquième et en sixième année, on a deux idées organisatrices. Donc, on a deux questions directrices. Donc, on a deux autres sujets. Puis le sujet, c'est vraiment au sujet des ressources. Donc, les ressources énergétiques. Donc, on va parler de l'énergie, les différentes sortes d'énergie, puis qu'est-ce qui est renouvelable et non renouvelable. Puis après ça, on va parler de quels sont les avantages et les désavantages de justement les ressources renouvelables et non renouvelables. Donc, encore une autre fois, je suis une prof de sixième année. Il va falloir que quand je vais venir parler aux ressources, il va falloir que justement, que je discute, que je prenne le temps de justement discuter. Et vous allez voir, je vous ai donné accès justement, puis vous avez accès à les présentations et les ressources de quatrième, cinquième et même troisième année.
Donc, ici, c'est un petit diagramme, un petit tableau très rapide qui prend ces concepts-là et c'est une synthèse un petit peu de qu'est-ce que c'est. Donc, si on regarde le résultat d'apprentissage en quatrième année, il y en a juste un. Donc, on parle de sans contact, des forces sans contact. En cinquième année, on a deux résultats d'apprentissage et donc, on parle des forces opposées. Puis en sixième année, encore une autre fois, on a deux résultats d'apprentissage, mais on parle des forces externes et externes. Et les deux résultats d'apprentissage en cinquième et sixième année. Le deuxième, c'est au sujet des ressources énergétiques. Vous pouvez toujours aller voir ici. Je ne vais pas m'attarder ici parce qu'on a des choses beaucoup plus trop excitantes avec M. Dominique aujourd'hui. Donc, j'ai mis ici les documents de transition qui ont été préparés par vous par Alberta Education dans le New Learn Alberta. Les liens sont là si vous voulez voir vraiment qu'est-ce qui est la différence entre l'ancien curriculum, le nouveau curriculum, puis il vous donne un peu des pistes de qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider tes élèves à transitionner dans ce nouveau curriculum ici. Mais moi, j'ai fait un petit tableau ici que je veux vous montrer. C'est que quand on regarde justement énergie, bien, on parle que c'est la compréhension du monde physique en approfondi en étudiant la matière et l'énergie. Matière et énergie, vous allez voir, sont très reliés ensemble. Quatrième année, on parle des forces sans contact. En cinquième année, comme j'ai dit, c'est les forces opposées. Mais ce que je veux vous attarder, c'est ici, vous allez voir qu'il y a des liens ici. Et puis, on a fait un glossaire. Donc, quand tu cliques ici, vous allez voir, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a un glossaire qui va vous expliquer c'est quoi exactement une force sans contact. Qu'est-ce que c'est des aimants interagissant entre eux? Après ça, tu peux aller cliquer ici, puis on vous donne une définition de qu'est-ce que c'est des forces opposées, quels sont des exemples, puis ça va vraiment chercher la compréhension, puis tout ce qui entoure autour de ça. On parle de la flottabilité, puis on parle des ressources énergétiques. Le deuxième résultat d'apprentissage en cinquième année, c'est des diverses ressources énergétiques. Puis encore une autre fois, tout ça est directement en lien avec les habiletés et procédures et aussi le résultat d'apprentissage. En sixième année, on voit qu'il y a des forces internes et externes qui vont changer spécifiquement. On parle de comment est-ce que ça change, OK? Comment est-ce qu'on change la forme? Donc, on va changer la forme, la taille, la position. Donc, c'est là où ça rentre justement la plasticité et l'élasticité. Qu'est-ce qui fait comment est-ce que l'énergie va changer une forme? Quelles sont les applications? On va parler justement de la force de réaction, donc la troisième loi de Newton. Puis après ça, on va parler de la sélection justement des ressources énergétiques, spécifiquement quels sont les avantages et quels sont les désavantages de ceci. Ici, je vous ai mis une petite affiche qui peut revoir justement la troisième année qui parle des différents types de forces. Donc, on a des forces contact, avec contact, puis on a des forces sans contact. Il y a différentes sources sans contact. On peut parler, par exemple, à l'électricité ou la force statique, mais on parle de force sans contact. Donc, on parle de la force gravitationnelle et la force gravitationnelle. Ici, je vous ai montré que la question directrice, ici en quatrième année, c'est comment les forces peuvent-elles avoir un effet sur les objets à distance. Ça, c'est directement dans le curriculum. Vous pouvez aller voir. Donc, si je regarde ici, on parle des forces. On parle des forces spécifiquement sans contact. Puis là, ici, ce que je veux vous faire voir, c'est que quand on parle des connaissances, on parle des compréhensions, puis on parle des habiletés et les procédures. Nous, au CPFPP, on a pris les habiletés et les procédures, puis on vous a donné des exemples, des vidéos, des activités pour justement vous aider à discuter et préparer justement les méthodes scientifiques ou les expériences que vous allez faire dans vos salles de classe avec vos élèves pour aller justement rejoindre ces habiletés et procédures. N'oubliez pas qu'on parle d'un résultat d'apprentissage. Donc, c'est ça à la base, qu'est-ce que c'est? La compréhension, ça, c'est vraiment à la toute fin du module.
d'énergie. On aimerait que les élèves de 4e année puissent avoir une compréhension que des forces sans contact sont des forces invisibles et qui peuvent avoir un effet sur les objets, les matériaux et les substances. Puis ensuite, le deuxième, c'est que les aimants interagissent entre eux et avec des matériaux magnétiques. Donc, c'est ce qu'on veut que les élèves comprennent, qu'à la fin, ils puissent retenir cette information-là, puis que l'année d'après, on commence, par exemple, en 5e année, bien, on sait, on peut dire qu'en 4e année, bien, voici ce qu'ils devraient avoir compris. Mais on le sait que, comme enseignant, quand on arrive dans la salle de classe au mois de septembre, il y a un glissement de l'été. Hein? Les élèves arrivent avec un petit peu, ils ont complètement tout oublié qu'est-ce qui est arrivé l'année passée. Donc, on doit reprendre certaines notions. Mais cette année, en plus, le curriculum pour nos élèves de 5e et 6e année, il n'y a aucun concept qui a été vu. Donc, c'est important de justement revoir ceci. Donc, les habiletés et les procédures, ce sont des suggestions. OK? Ce n'est pas une checklist que tu vas dire, OK, je décris, je démontre, je mène, j'analyse, je magnétise. Bravo, j'ai fait le curriculum. Yeah, j'ai fait énergie. Bravo, je m'en vais à matière. Le but du curriculum cette année, ben maintenant, le nouveau curriculum, c'est de vraiment de apporter l'idée organisatrice, mais en manipulant, en discutant, en analysant. Donc, il faut qu'il y ait une manipulation. Et c'est pour ça que informatique et méthodes scientifiques sont partie intégrale du programme d'études en sciences, parce que c'est justement, on ne veut pas que vous allez expliquer, OK, aujourd'hui, les amis, on va parler des forces contacts. Voici, ta, 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 ta. Puis voici, tu donnes l'information au tableau, puis après ça, il y a une petite feuille d'exercice, puis après ça, tu donnes un test, puis c'est fini. C'est vraiment pas comme ça que le curriculum est supposé d'être enseigné. On comprend que, comme n'importe qui, quand on commence quelque chose de nouveau, on y va à petite bouchée. Hein? Donc, peut-être que oui, cette année, on va le faire de même, mais le but, c'est qu'on y arrive à justement, puis on espère aujourd'hui avec M. Dominique Tremblay, qui va nous encourager, justement, vous encourager et vous motiver de, justement, vous sentir confortable pour que vous puissiez faire de la manipulation, des expériences, des discussions pour justement aller rejoindre ces habiletés et éventuellement avoir cette compréhension. Donc, on parle des aimants. En 5e année, on parle des forces opposées. On parle de l'eau et de l'air. Donc, la flottabilité. Donc, ça, c'est quelque chose, les élèves l'ont vu en 2e année. Donc, on est capable d'utiliser ça. Et forces opposées, c'est un concept de 6e année. Donc, s'il vous plaît, allez voir vos chers collègues et allez leur demander s'ils ont d'informations pour vous. Donc, on vous montre toutes sortes de façons, des procédures, des habiletés, des expériences que vous pouvez faire pour aller justement que les élèves ont la chance d'avoir des nouvelles connaissances, puis aussi de démontrer leur compréhension. Ensuite, comme j'ai dit, il y a une deuxième question directrice en 5e année. On parle de la relation de la flottabilité et de la gravité pour expliquer le comportement d'un objet dans l'eau. Okay? Donc, il y a des habiletés et procédures. En 6e année, on parle des forces externes et internes. Et là, vous pouvez voir, il y a des habiletés, des changements de la forme, et c'est là qu'on rentre justement dans la plasticité, etc. Et qu'une force de réaction opposée et égale. Et donc, quels sont les impacts de ça? La deuxième, c'est justement la deuxième question directrice ou le résultat d'apprentissage, c'est justement les ressources énergétiques, comment sont utilisées. Puis, c'est vraiment de parler qu'à la toute fin, on voudrait que nos élèves comprennent c'est quoi les avantages et les désavantages de différentes sources. Puis, vous voyez ici, on peut parler de justement, hein, on peut parler du vent, du soleil, etc. Donc, idéalement, comme j'ai dit, la connaissance, c'est parce que dans l'école, ce qu'on apprend en école avec la manipulation, avec la méthode scientifique, avec nos présentations et tout ça, c'est que l'élève ressorte de notre salle de classe, ressorte
de l'école et il est capable de faire des transferts justement dans le monde autour de lui. Donc, c'est pas quelque chose de statique qui est dans la salle de classe et quand je sors de la salle de classe, ça ne m'est pas utile. C'est pas ça du tout. Donc ici, ce que je vous ai mis, c'est que je vous ai mis les ressources d'appui qu'on a développées pour énergie 4e, 5e et 6e année. Vous pouvez aller cliquer dessus, puis aller voir et les télécharger et aller voir justement, on l'a conçu, par exemple, pour que ça ressemble à, par exemple, donc quand on arrive ici en 5e année, on vous a donné justement des vidéos. Il y en a beaucoup qui sont abonnés à Idelo, donc il y a des vidéos. Puis ensuite, ici, on a justement la transition, mais beaucoup plus en détail. Puis ensuite, ce que je veux m'en venir, c'est ici. Donc, on arrive ici avec le résultat d'apprentissage, c'est les élèves. On les a mis les différentes habiletés et procédures. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va justement, donc, l'habileté et la procédure, schématiser les forces opposées qui agissent sur des êtres vivants ou les objets. On a une définition pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ceci, les forces opposées? Ensuite, on a mis les concepts clés. Ici, ça veut dire, il y en a ici, c'est pour des verbes, parce qu'on sait qu'il y a de nos amis qui, dans la salle de classe, les élèves vont peut-être avoir une... Peut-être tout le monde, ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire agir, mais c'est peut-être un mot que tu veux prendre ton temps, prendre un peu de temps pour justement expliquer. Donc, on vous a donné une suggestion de concepts clés et de mots, de vocabulaire qui vous pourront être utiles, qu'on suggère que prendre, peut-être s'assurer que vos élèves comprennent justement ce que ça veut dire ces mots-là. Donc, on l'a conçu comme ça parce qu'on travaille beaucoup en partenariat avec Edmonton Catholic. Donc, on suit le même modèle. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a que c'est des activités, il y en a c'est des vidéos, il y a le glossaire ici que vous pouvez aller voir justement, qui va vous donner justement qu'est-ce que c'est une attitude, qu'est-ce que c'est une friction, qu'est-ce que ça veut dire maintenir. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de mettre ensemble les ressources. Comme j'ai dit avant, ceux-ci sont pas, c'est pas quelque chose que tu peux prendre puis l'amener dans ta salle de classe. Tu dois consulter, aller les voir, prenez-en, laissez-en. Ce qu'on espère dans tout ça, c'est qu'on vous a donné une piste parce que je peux vous dire tout de suite que des ressources francophones pour 4 à 6 en sciences, il y aura, le gouvernement, il n'y aura rien de prêt avant l'année prochaine. Donc, nous autres, le CPFPP, avec Dominique Tremblay, avec le Centre-Nord, Edmonton Catholic, Calgary Catholic, on essaye de justement mettre ensemble de l'information pour vous aider dans justement ce nouveau curriculum. Donc, c'est des suggestions pour vous et c'est peut-être pour vous économiser du temps de comprendre, d'aller chercher, etc. Donc, j'espère que ça va être utile pour vous. Donc, quand je retourne ici, je voulais juste vous apporter ici que énergie, vous pouvez aller voir dans nos tableaux sous New Learn Alberta et vous allez voir que tout ce qui se trouve dans les présentations que je viens de vous montrer se trouve dans nos tableaux, sous justement les habiletés et les procédures. Donc, nous autres, septembre-octobre, on va travailler sur avoir justement les tableaux et de l'information pour vous. Je peux vous dire qu'il va y avoir des activités qui sont en train de développer présentement par le Conseil scolaire Centre-Nord, puis eux autres sont en train de mettre ensemble des activités que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves dans la salle de classe. On devrait avoir ça d'ici une couple de semaines. Donc, ça s'en vient. Matière va débuter au mois de novembre. Ceci veut dire que nous autres, le CPFPP et certains de nos partenaires, nous allons s'assurer que l'idée organisatrice matière soit disponible à partir du mois de novembre. Évidemment, il va y avoir des ajouts continuels parce qu'on le prépare, mais on a des suggestions de d'autres enseignants, on a des suggestions des autres conseillers, puis c'est quelque chose qui va évoluer. Espace sera développé, sera prêt pour vous au mois de janvier. Puis ensuite, système vivant sera prêt au mois de mars
et système de la Terre au mois de mai. Évidemment, méthode scientifique est intégrée dans toutes les idées et justement, M. Dominique va en parler dans quelques secondes. Vous pouvez aller trouver toute l'information qui se trouve dans ces présentations ici aujourd'hui, dans les tableaux. Et vous pouvez voir justement, vous cliquez sur 6e année, sciences, et vous pouvez voir justement les habiletés, étudier les facteurs qui influencent cette sélection des ressources énergétiques. Et voici toutes l'information ou les activités. Puis vous pouvez voir, il y en a, c'est des vidéos, il y en a, c'est des documents. Quoi d'autre qu'on a? Il y en a, ça va être des activités. On a mis Idélo parce qu'on sait il y a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas, mais vous devez avoir un abonnement pour Idélo. Donc, on a trouvé que c'est important de le marquer. Puis on a mis la minute parce qu'il y en a peut-être que ça vous donne une idée. Par exemple, quand on voit il y a quelque chose de un livre audio, mais c'est 13 minutes et 12. Donc, c'est à prendre ça en considération quand vous faites votre planif pour vos élèves. Il y a ici des ressources que vous pouvez aller vous pouvez aller chercher, puis vous pouvez justement les utiliser pour vous aider dans votre salle de classe. Et donc ici, justement, si vous avez des questions ou des commentaires, s'il y a quelque chose que vous avez vu ou quelque chose que vous aimeriez voir, je vous prie, s'il vous plaît, de nous laisser savoir. On est vraiment, vraiment à votre... On est là pour vous, on travaille pour vous. On ne travaille pas à temps plein, mais on fait du mieux qu'on peut avec les heures qu'on a pour vous aider. Puis, mais ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires justement pour comment mieux vous servir. Donc, sans plus tarder, oh, ici, j'ai mis des livres justement que vous pouvez utiliser. C'est peut-être des suggestions que vous voulez faire pour les aides bibliothécaires. Puis ici, ça, c'est pour la 4e année. Puis ici, c'est pour méthode scientifique. Et donc, sans plus tarder, je vais arrêter mon écran et je vous présente M. Dominique Tremblay, qui va être avec vous pour la prochaine heure et qui travaille avec les différents conseils francophones. Et, pardon, t'entends pas? Oh, OK. Et puis, il va travailler avec vous justement pour comment justement intégrer les méthodes scientifiques avec énergie. Et donc, sans plus tarder, Monsieur Dominique, je vous cède la parole. Bonjour, bonjour. Puis peux-tu confirmer, c'est-tu pour la prochaine heure ou la prochaine demi-heure qu'on a avec les Prochaine gens heure. ici? La Disons prochaine heure. 55 Excellent. minutes. Excellent. Parfait. Méthode scientifique, je suis curieux de voir dans la salle ici, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la formation que j'avais offerte à différents endroits il y a à peu près une dizaine d'années? Je l'ai offert à Lethbridge, à Calgary, à Edmonton et à Grande Prairie, qui s'appelle Smarter Science en anglais ou Éducation en français. Je sais que Charles nous disait que lui, il l'avait fait quand on s'est parlé au début de la formation. Suzanne, si tu peux regarder la zone de clavartage, voir s'il y en a qui se souviennent d'avoir vu Smarter Science ou Éducation dans le passé lors de mes visites en Alberta. Donc, est-ce qu'on semble avoir des gens qui sont familiers avec ça? Je vois pas de OK. Donc, questions. si vous n'êtes pas Mais moi, je familier, l'ai c'est fait. toi, tu l'as fait, oui, tu t'en souviens. Moi, je l'ai fait, Charles nous a oui. dit qu'il l'a fait. Donc, Oui. veut pas, Smarter Science ou Éducation, c'est un cadre qui est considéré comme ouvert. Ce qu'on appelle en anglais open source. Donc, je m'en suis inspiré beaucoup pour faire la formation et toutes les ressources pour méthode scientifique, étant donné que ben, c'était libre de droit d'auteur, on pouvait l'utiliser et je la connais bien aussi parce que j'en suis un co-auteur lorsqu'on a commencé à développer Smarter Science en 2010. J'ai participé à la rédaction, donc je le connais très, très bien. Les ressources que vous allez voir dans la présentation Google Slides qui est ici, ben, vous pouvez cliquer sur les ressources et ça va vous amener aux fameuses affiches. Donc, quand je vais vous montrer les affiches, sachez qu'il y a toujours un lien et si vous cliquez sur le lien, ça va vous amener à l'affiche. Et Suzanne, je présume que les gens ont accès à ce Google Slides pour pouvoir Oui, je aller l'ai mis chercher ces justement. choses-là. Excellent. Donc, une des premières choses que vous allez voir dans le cas d'éducation, ce sont la liste des habiletés. Et il y a énormément d'habiletés qu'on demande aux enfants d'acquérir tout au long de l'élémentaire et du secondaire.
Et vous la voyez au complet ici, la fiche, il y a des verbes. Et ces verbes-là sont super importants. Puis on retrouve plusieurs de ces verbes dans votre programme. Des verbes qui sont aussi simples que observer, comparer, distinguer, discuter, mais aussi des verbes peut-être un peu plus complexes comme mesurer, étalonner, sélectionner des variables. Toutes ces choses-là sont importantes lorsque les élèves vont être dans un processus où ils vont faire ce qu'on appelle leur propre enquête scientifique. Et si vous regardez dans le programme, vous allez voir beaucoup de mots comme l'élève doit faire de la recherche. L'élève doit examiner, l'élève doit explorer, l'élève doit faire une étude. Et tous ces mots-là, c'est des mots où l'élève est en action. Ce n'est pas des mots où ce qui dit l'élève lit au sujet des sciences. Ce n'est pas des verbes où l'élève consulte un manuel. Ce n'est pas vraiment ça. On veut vraiment que l'élève soit actif dans son apprentissage des sciences. Parce que l'objectif de ces différentes habiletés, c'est que l'élève puisse mieux comprendre le monde qui l'entoure. Je pense que Suzanne l'a super bien mentionné. On ne veut pas faire des sciences pour faire des sciences. On veut faire des sciences pour que l'élève comprenne le monde qui l'entoure. Et on veut aussi faire des sciences qui vont être utiles à l'enfant un jour. Tu sais. Si c'est toujours juste dans un laboratoire, mais il n'y a pas de lien avec la vie courante, l'élève ne pourra pas, par exemple, s'il apprend au sujet de la température, qui fait partie de l'énergie, puis Suzanne l'a mentionné tout à l'heure, un changement de température, ça demande de l'énergie. Bien, si l'élève peut appliquer ça, par exemple, à ce qu'il fait dans la cuisine, hein, c'est ce qui fait ce qu'il y a dans une maison lorsqu'on chauffe une maison, un feu de camp, ce genre de choses-là. Mais l'élève peut faire des liens entre l'énergie, qui est un domaine et qui est un sujet très, très abstrait, et le monde qui l'entoure. Jusque-là, ben, ça bouge un petit peu plus et c'est un petit peu plus réel. On, Pas tous nos élèves vont devenir des grands scientifiques ou vont aller en sciences et technologies à l'université. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que tous les élèves, à la fin de l'élémentaire et du secondaire, aient une certaine littératie scientifique. Hein. Ils comprennent assez de sciences pour pouvoir être une citoyenne ou un citoyen qui fonctionne bien en société, qui peut participer à la prise de décision, qui peut faire des choix éclairés en comprenant les sciences. Et ça touche toutes les sphères de la vie, hein, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit sa protection personnelle, toutes ces choses-là, ça fait partie d'avoir des connaissances scientifiques et d'être capable, sans nécessairement avoir toutes les connaissances scientifiques, d'aller les chercher. On veut des élèves qui vont apprendre à vie. Parce que, tu sais, les concepts qu'on vient de voir dans la dernière demi-heure sont super importants. Mais à la fin du secondaire, tu sais, si on s'imagine, là, quand l'élève a 30, 40 ans, est-ce que tous les élèves se souviennent de la vitesse de la lumière? Est-ce que tous les élèves se souviennent des 30 premiers éléments du tableau périodique? Non. Mais est-ce qu'on a des élèves qui sont capables d'aller chercher l'information, de la trouver, de la comprendre, de faire des expériences pour vérifier des choses? Toutes les habiletés que vous voyez sur cette affiche-là, c'est des habiletés qui sont encore utiles tout au long de la vie. Tu sais, moi, tout au long de ma vie, je continue à classer, puis je continue à comparer, puis je continue à analyser, je continue à me poser des questions, je continue à émettre des hypothèses, à chercher. Toutes ces choses-là, je continue à les faire, même si je ne vais pas dans un domaine qui est purement scientifique. Maintenant, une des grandes difficultés qu'on voit en salle de classe, c'est qu'on reconnaît l'importance d'enseigner les concepts. Hein? On veut que les élèves comprennent, tantôt on utilisait le mot énergie, travail, force, tu sais, on utilisait ces mots-là. On veut qu'ils comprennent ces mots-là et on les enseigne. Mais souvent, on n'a pas tendance à enseigner les habiletés. On s'attend à ce que les élèves, magiquement, aient ces habiletés. Puis je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que les élèves, on s'attend à ce qu'ils les aient, mais ils ne les ont pas vraiment ou ils ne savent pas vraiment comment bien utiliser ces habiletés. Donc, dans votre enseignement, ça va être important tout au long du processus, tout au long de l'année scolaire, d'intégrer des activités dans lesquelles vous allez travailler ces habiletés. C'est une habileté comme observer. Amener les élèves à être capables d'observer. Euh, Déterminer des variables dans une expérience. Qu'est-ce qui peut changer? Hein? Ben, amener l'élève à le faire. Ce que j'espère, par contre, c'est qu'on ne fait pas un gros unité qui s'appelle méthode scientifique. C'est plate pour l'élève. On veut que ce soit à travers tous les autres domaines que vous allez couvrir dans votre programme. Donc,
Dans une démarche expérimentale, l'élève va utiliser plusieurs de ses habiletés. Et vous voyez aussi que les habiletés sont comme en quatre grandes catégories. Bien, quand l'élève mène une enquête, fait une recherche, fait une étude, tous ces mots-là que vous voyez dans le curriculum, il va habituellement passer par ces quatre étapes-là. Il va commencer par la planifier, son expérience, ou son enquête, ou son étude, ou sa recherche. Ensuite, il va l'entreprendre, il va la faire. C'est souvent là que l'élève va être très actif, qu'il va avoir les mains à la pâte. Ensuite, il va analyser et interpréter les résultats. Et dans la grande dernière section à gauche, c'est communiquer. Et ça, c'est super important. Je sais que les profs au secondaire ont tendance à utiliser le rapport de laboratoire. Sachez que ce n'est pas la seule façon de communiquer. C'est cute un rapport de laboratoire, on le fait parce qu'on se dit on les prépare pour l'université, mais dans un monde où on est entouré de médias, je pense que si vous pouvez utiliser des façons plus intéressantes, plus engageantes pour les élèves de présenter leurs résultats, que ce soit par exemple de le faire sans nécessairement l'uploader sur TikTok, là, mais un TikTok dans lequel tu présentes tes résultats. Un, une infographie que tu pourrais mettre sur Facebook, par exemple, présentant les résultats de ton expérience, de ton enquête, ça rend la communication un peu plus intéressante. Donc, je vous invite à vraiment vous familiariser. Vous pouvez télécharger cette affiche-là. Et étant donné que c'est libre de droit d'auteur à cause que c'est Creative Commons, vous pouvez la photocopier pour les élèves. Vous pouvez l'imprimer en grand format. Alors, moi, ce que je suggère en salle de classe, là, c'est que pendant que les élèves sont en train de jouer avec les sciences, puis j'aime utiliser le mot jouer, euh, si je vois que mes élèves hein, sont en train de comparer, distinguer, bien, à ce moment-là, je vais aller sur le mur, puis je vais aller pointer. Hein, vous venez de comparer, de distinguer. Si je réalise que mes élèves sont en train de mesurer, je vais aller le toucher, dire, hey, là, on est en train de mesurer. Comme ça, les élèves viennent qu'à reconnaître aussi les différentes habiletés de la méthode scientifique. Maintenant, la façon dont les habiletés sont organisées sur cette affiche-là, dans le haut, vous avez les habiletés plus simples et dans le bas, vous avez les habiletés plus complexes. Donc, présentement, on est en quatrième, cinquième, sixième. En théorie, ça veut dire qu'on commencerait à avoir surtout les habiletés dans le milieu de la fiche. Mais étant donné qu'on a un rattrapage à faire, on ne peut pas s'attendre à ce que les élèves aient déjà toutes les habiletés dans le haut de la fiche. Donc, même si vous êtes un enseignante ou un enseignante de 4, 5, 6, en ce moment, c'est important de retourner dans le haut de la fiche. Puis, tu sais, première activité dans l'année, juste leur faire apprendre à observer, utiliser les cinq sens lorsque c'est approprié, pas toujours. Euh, Utiliser des outils qui permettent d'augmenter nos sens. Hein? Une loupe, peut-être un microphone pour entendre des sons qu'on ne pourrait pas entendre juste avec nos oreilles. Tu sais, les amener à faire de l'observation que j'appelle de l'observation patiente. Hein. Souvent, tu vas faire une observation, puis c'est seulement après 3, 4, 5 minutes que tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas remarquées dans une observation qui serait précipitée. Fait que prenez le temps d'aller voir ces différentes habiletés. Et une autre source on vous fournit dans le cadre éducation sous Smarter Science, c'est ce livret. Donc, vous avez le lien dans le Google Slide vers le livret. Et ce livret-là, là, c'est vraiment l'encyclopédie, le dictionnaire, la Bible, appelez-le comme vous voulez, mais pour enseigner ces habiletés-là. Parce que chaque page du livret contient une habileté. Maintenant, ce n'est pas le genre de document que vous allez probablement vouloir lire de A à Z, là, de la première page jusqu'à la 35e page. Mais si le soir, avant une leçon, disons que demain, là, vous mettez le focus sur représenter mes données graphiquement, ben, vous allez aller chercher cette page-là sur votre iPad, dans votre bain, avec de la mousse, des petites chandelles, tu sais. Vous allez lire cette page-là et ça va vous donner toute l'information pour bien enseigner, représenter graphiquement des données. Si demain, vous prévoyez enseigner, sélectionner des variables, parce que ça fait partie hein, de 4, 5, 6 de sélectionner des variables, capable de les reconnaître, bien, je vous invite à aller chercher cette habileté-là dans le livret. Et ça, c'est un exemple d'une des pages qui vient du livret. C'est la page pour observer. Et là, je fais un zoom. Là, OK? Fait que ça, c'est un zoom de la page. Donc, sur la page observer, vous allez voir que ce qu'on vous donne, c'est qu'est-ce que l'élève devrait faire et qu'est-ce que l'élève ne devrait pas faire. Fait que vous avez vraiment énormément de ressources là, pour enseigner ces habiletés. Donc, par exemple, pendant que les élèves sont en train d'observer,
les élèves devraient, si possible et si c'est sécuritaire de le faire, avoir recours aux cinq sens. Évidemment, parfois, on n'utilisera pas tous les cinq sens. Si une substance n'est pas comestible, on n'utilisera pas le goût. Si une substance est beaucoup trop chaude, on n'utilisera pas le toucher. Ça fait partie aussi des habiletés enseignées aux élèves au niveau de la sécurité. Comment choisir quel sens je vais utiliser pour ce que je veux observer. Mais si on a quelque chose de comestible et c'est propre, ça a été acheté en épicerie, pourquoi pas utiliser le goûter? Je sais que ben, les profs du secondaire disent on ne devrait jamais faire ça, mais je pense que dans certains cas, ça peut être utile pour bien analyser ce qui se trouve autour de nous. Euh, pour les élèves, observer, c'est aussi être capable de détecter des détails de phénomènes naturels qu'une observation ordinaire ne permettrait pas de faire. Donc, c'est vraiment d'aller plus loin dans nos observations, d'aller chercher plus d'informations et d'être patient. Et c'est aussi de développer une compréhension entre ce qu'on observe puis nos expériences antérieures. Maintenant, encore plus important, vous voyez qu'est-ce que ce n'est pas observer. Donc, observer, ce n'est pas se limiter au toucher. Ce n'est pas utiliser des mots simples. Souvent, les élèves vont avoir tendance à nous dire ah, c'est cute, c'est le fun, c'est joli. Bonjour, monsieur. Il y a un monsieur derrière toi, Suzanne. J'observe, hein? Je viens d'observer avec mes yeux qu'il y avait un monsieur derrière Suzanne. Donc, euh, tous ces mots-là, ce pas des mots qui amènent des choses qui sont super utiles par la suite. Donc, amener les élèves à utiliser la bonne terminologie, ça fait partie de votre job. Puis souvent, on dit, ah, ben, quand les élèves apprennent par enquête, ils apprennent par la méthode scientifique, ben, le prof n'est pas censé leur dire quoi faire. Puis, non, votre rôle, c'est vraiment d'être un guide. Et si vous réalisez que des élèves n'utilisent pas la bonne terminologie, c'est correct d'amener la bonne terminologie. Tu sais, par exemple, j'avais des élèves qui travaillaient avec une boule, puis la boule se défaisait. Ah, puis les élèves m'ont dit, ben monsieur, c'est deux demi-sphères. Ben là, j'ai la chance de leur dire, en passant des demi-sphères, ça s'appelle des hémisphères. Tu sais, leur enseigner la terminologie, puis souvent, lorsqu'on est une minorité linguistique, on n'a pas toute cette terminologie-là ou on l'a dans une autre langue comme l'anglais. Ce n'est pas d'attribuer des causes à des observations aussi. Donc, souvent, tu sais, j'ai des élèves qui vont utiliser, disons, un bidule qui fait de la lumière, si on parle d'énergie aujourd'hui. Tu sais, un bidule qui fait de la lumière et du son, puis j'ai des élèves qui vont me dire, ben monsieur, il y a une pile à l'intérieur. Est-ce que tu l'as vraiment vu, la pile? Ou est-ce que tu fais plutôt une inférence qu'il y a une pile? Si tu ne l'as pas vu, la pile, tu ne l'as pas touchée, tu ne l'as pas perçue, ce n'est pas une observation. Tu infères que parce que ton bidule fait de la lumière ou du son, qu'il y a une pile à l'intérieur. Et c'est une bonne inférence, mais ce n'est pas une observation. Donc, vous, en tant que prof aussi, on pénalise jamais les élèves. On ne dit pas, hé, tu t'es trompé, c'est pas une observation, c'est une inférence que tu viens de faire. Non, on voit ça comme un moment, un teachable moment, c'est un moment pour enseigner quelque chose à notre élève, tout en lui faisant réaliser, hey, c'est super cool ce que tu viens de faire. Tu viens de faire une inférence. Tu sais. Au lieu de le pénaliser, on voit ça comme positif. Tu viens d'utiliser une autre habileté. J'irai toucher sur mon affiche le mot faire des inférences pour que l'enfant reconnaisse cette nouvelle habileté qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Dans le bas de la page, comme si je reviens à la page en entier, là, ce que vous venez de voir, c'était la partie qui dit les élèves, mais dans le bas de la page, vous avez une partie qui s'appelle le personnel enseignant. Et ça, dans cette partie-là, ça vous montre comment vous comportez pendant que vos élèves utilisent les habiletés. Comme par exemple, c'est correct de rappeler aux élèves d'avoir recours aux cinq sens si c'est sécuritaire. C'est correct de rappeler aux élèves d'être en sécurité aussi. C'est correct d'encourager les élèves à avoir un vocabulaire riche et descriptif. Ça, c'est correct. Par contre, si vous allez voir dans le bas, ce n'est pas correct de diriger l'attention de l'élève. C'est de dire, as-tu regardé à l'intérieur? As-tu regardé en dessous? On ne veut pas dire ça à l'élève, on veut que ça vienne de l'élève, que l'élève apprenne à faire des observations patientes sans que ce soit toujours l'enseignante ou l'enseignant qui lui dise quoi faire. Donc, vous allez voir que ce livret-là est super utile et il y a même une section dans le bas de chaque habileté qui est comment cette habileté est liée aux autres habiletés. Et je vous donne un exemple. Il y a certaines habiletés que tu as besoin d'autres habiletés pour être capable de faire. Comparer.
Comparer et distinguer. Tu ne peux pas comparer et distinguer sans avoir fait d'observation. Comment est-ce que tu peux voir les similarités et les différences si tu n'as pas déjà observé? Donc, il y a un lien étroit entre observer et comparer, distinguer. Il y a un lien étroit entre mesurer et faire une collecte de données. Pour faire une collecte de données, habituellement, tu as besoin de mesurer. Donc, il y a un lien aussi entre ces habiletés. Dans le livret, il y a 35 pages, 35 habiletés. Et je ne sais pas si vous voyez le code de couleur là, qui apparaît à l'écran. Vert est toujours ce que tu fais dans la section initier et planifier ton expérience. Jaune est toujours ce que tu fais dans entreprendre et consigner pendant que tu es en train de faire l'expérience. Orange est toujours dans la section analyser et interpréter, ce que tu vas faire après ton expérience pour analyser les résultats. Et finalement, bien, le rouge, c'est ta section communiquer. Fait que je pense que vous avez un petit trésor ici pour vous aider à appuyer vos élèves dans la mise en œuvre des méthodes scientifiques. Puis ce qui est important, c'est de fournir des occasions fréquentes aux élèves. Tu sais, on ne fait pas de la mesure juste une fois dans l'année. On ne fait pas des observations juste une fois dans l'année. Et ce n'est pas obligé de prendre beaucoup de temps. Tu sais, parfois, moi, je vais rentrer en salle de classe, puis c'est un genre de petit, on se dégourdit le cerveau. Euh, je vous fais, je vous invite à classer aujourd'hui. On va pratiquer classer. Ou je vous invite à faire une petite collecte de données. Et évidemment, si les élèves utilisent souvent les habiletés, ben, quand ça va être le temps de les utiliser en contexte réel, dans une expérience, ben, ils vont reconnaître ces habiletés puis ils vont être capables de les utiliser. Donc, il y a un lien entre les habiletés. Comme vous voyez ici, là, ça, j'en ai déjà parlé. Comparer et distinguer, tu ne peux pas le faire sans observer. Donc, avant que je passe aux trois grands processus, j'aimerais voir s'il y a des questions dans la salle. Suzanne, vois-tu des questions? Est-ce que tous les gens ont réussi à accéder à la fiche et à accéder au livret en cliquant sur les liens dans la présentation Google Slide? Je ne vois pas. J'ai pas Déjeunez-vous, de n'ayez pas questions. peur. C'est J'ai ça, pas si vous de n'avez pas de questions. questions, écrivez pas de questions, comme ça je sais que vous êtes encore vivant. Vous vous souvenez de Jerry Boulet? Toujours vivant. Je suis celui qui regarde Moi, je vais être certain que ma foule ici est encore vivante. Vous n'êtes pas tout endormi. Donc, au moins, Ah, Annie écrivez-vous nous que vous dit n'avez qu'elle pas est de toujours questions. vivante. Excellent. Pas de questions. Pas de questions. Donc, Donc, vous avez Annie, juste, n'oublie si pas vous de... vous demandez, Oui, oui, s'il vas-y. se demande où aller le chercher, vous allez juste aller sur la présentation puis vous allez cliquer dessus. C'est ça. Puis ce Google Site-là, ça devient maintenant comme une ressource pour vous, les enseignants. Maintenant, quand on dit que c'est une ressource pour les enseignants, tu sais, cette Google Slide-là est faite pour vous. Mais l'affiche, mettez-la dans votre salle de classe. C'est aussi possible de la commander déjà imprimée, mais si vous avez accès à une grosse imprimante comme chez Staples ou tout ça, ou même dans les écoles secondaires, ils ont des grosses imprimantes, c'est bien de l'avoir en gros. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque élève en a un exemplaire aussi sur son pupitre. Comme ça, ben, on fait toujours référence à ses habiletés. Ça va jusqu'à maintenant. Donc, on va parler un petit peu des trois processus parce que souvent, dans votre programme, on va utiliser ces mots-là. On veut que les élèves fassent une étude ou une recherche. On veut que les élèves fassent une expérience et on veut que les élèves conçoivent ou designent quelque chose. Donc, on va prendre le temps de regarder les trois processus puis de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser dans notre salle de classe. On va commencer par la démarche de recherche, puis une des raisons que je commence par celui-ci, c'est que souvent, ce que je vois, c'est que quand on demande aux élèves de faire de la recherche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Google, sur Wikipédia, ils vont aller chercher de l'information, la copier-coller dans le Google Doc, puis me donner ça, puis appeler ça de la recherche. Ou de nos jours, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, ils vont aller sur Google Gemini ou ils vont aller sur ChatGPT. Ils vont tout simplement demander de rédiger une recherche et nous donner ça. Tu sais, ça ne donne pas quelque chose de super intéressant. Donc, disons que je dis aux élèves, bon, vous allez me faire une recherche sur les différentes formes d'énergie renouvelable et non renouvelable. Ils vont juste aller copier de l'information en ligne. C'est super plate. C'est super plate. Donc, moi, ce que je veux vous amener, là, c'est comment on fait de la recherche plus. Tu sais, la recherche, j'aimerais ça utiliser le mot là, comme full hot. Là, tu sais, que ça va être super le fun pour les élèves. Donc, lorsqu'on veut que l'élève fasse la recherche,
Il y en a plusieurs aussi qui se demandent, c'est quoi la différence entre faire de la recherche slash une étude et de faire une expérience? Parce que de la recherche, tu sais, si je prends par exemple dans le monde du vivant, les élèves pourraient s'intéresser à faire de la recherche sur les différents organismes vivants qui existent dans les cours d'eau de sa région. Un exemple. OK? Euh, c'est pas d'aller chercher des textes en ligne, mais l'élève qui irait observer, prendre des photos et recueillir des données, puis nous parler de ce qu'il a trouvé dans l'étang, dans la rivière, pas loin de chez eux, c'est de la recherche. C'est pas une expérience, parce que ici, l'élève ne change pas volontairement une variable. Il n'a pas changé quelque chose. Tandis, je vous donne un exemple en énergie. Si je tire un chariot, hein? Donc, je tire le chariot et je change l'angle à lequel j'utilise la corde pour tirer le chariot et je vérifie l'effet que ça va avoir sur la vitesse du chariot ou sur la distance parcourue, blablabla. Ici, j'ai volontairement changé quelque chose. J'ai changé l'angle d'inclinaison. Donc, lorsqu'on change volontairement une variable, ça devient une expérience. Quand on observe, tu sais, comme j'ai des élèves qui s'intéressent, je ne sais pas, à l'alimentation de leur petit chien, et vont observer leur chien et comment leur chien va consommer la nourriture, puis comment va être le comportement, mais ils ne vont pas nécessairement changer une variable. Dans ce cas-ci, ça devient de la recherche. Ça inclut beaucoup d'observations. Fait que la recherche n'est pas nécessairement en ligne ou dans des livres. Ça peut, mais pas nécessairement. Donc, les élèves peuvent obtenir des données de différentes façons dans la recherche. Par observation, hein, c'est comme aller observer différents endroits. N'oubliez pas qu'explorer en nature aussi, c'est super bien, là. Je suis en train de planifier une visite à Calgary pour aller travailler les sciences dans les écoles, puis on va sortir, s'il fait beau, là, s'il n'y a pas trop de pluie, on va sortir dehors, hein. On veut faire des sciences réelles en plein air. Mais il y a d'autres façons aussi. En faisant une entrevue ou une interview, c'est une façon d'obtenir de l'information. En faisant un sondage, c'est une très belle façon de faire une recherche. En faisant une collecte de données, tu sais, par exemple, un élève pourrait s'intéresser, je ne sais pas, à comparer euh, la clarté ou la turbidité de l'eau dans différents cours d'eau de sa région. Bien, il ou elle fait une collecte de données. Donc, une collecte de données, c'est une autre façon. Les livres et les magazines, c'est pas mauvais non plus. Tu sais, quand j'ai dit, ah, c'est toujours dans les livres, des magazines, puis l'Internet, c'est aussi correct d'utiliser des livres et des magazines. Des sites web aussi, c'est correct. Mais il y a aussi des bases de données. Si un élève, puis surtout quand on arrive dans de la recherche, comme quand on parle des sciences de la Terre ou tout ça, c'est peut-être un peu plus difficile de faire des expériences, mais que l'élève puisse aller chercher des bases de données, Statistique Canada, Environnement Canada. Il y a des moteurs de recherche de données aussi comme Wolfram Alpha. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire sortir des tableaux de bases de données, mais ça rend ça plus intéressant. Euh, les cartes géographiques interactives. Un de mes outils préférés pour faire de la recherche plus intéressante. Je parle par exemple ici d'utiliser Google Maps ou Google My Maps et d'utiliser aussi les vues 360 quand tu vas dans Google Maps. Ça permet à l'élève de faire de la recherche, là. Tu sais, un élève, si on prend l'énergie ici, un élève qui s'intéresserait à la façon dont on produit l'énergie dans différentes régions pourrait aller trouver combien on trouve de panneaux solaires dans différentes régions, combien on trouve de fermes d'éoliennes dans différentes régions, combien on trouve de puits de pétrole dans différentes régions. L'élève pourrait ensuite comparer et distinguer. Donc, l'élève part à la recherche de données, puis avec les panoramas interactifs de nos jours, soit en 360 ou avec la vue satellite, l'élève peut aller chercher plein de données. Ça lui permet de se téléporter un peu partout sur la planète. Je sais que ce n'est pas en énergie, mais récemment, j'ai des élèves qui s'intéressaient à l'agriculture dans différentes régions. L'agriculture de subsistance qu'on retrouve dans certains pays versus l'agriculture commerciale et ils sont allés virtuellement visiter des fermes et sont sortis, ont comparé, distingué qu'est-ce qu'ils retrouvaient à ces différents endroits-là. Donc, ils faisaient de la recherche par eux-mêmes. C'est possible aussi d'utiliser du matériel.
Oh, ici, vous voyez, je l'ai ici, l'exemple. Comparer la production d'énergie solaire à l'énergie éolienne, donc en allant voir les vues satellites. Je pense que j'avais deviné ma prochaine diapositive. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un outil pour l'Ontario qui s'appelle ma boîte à outils en études sociales. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais mon oncle Dominique, nous, c'est des vraies sciences, ce n'est pas les sciences sociales qu'on fait. Sachez que tous les outils que je présente ici, je les utilise aussi dans les cours de sciences. Évidemment, si vous enseignez l'histoire, la géographie, super belle boîte à outils. Vous avez le lien et dans cet outil-là, ce que je fais, c'est que je prends les 10 outils que vous voyez affichés ici, les cartes géographiques interactives, les bases de données, les journaux historiques. Hein? J'ai des élèves qui s'intéressaient, par exemple, à l'électrification des transports quand on parle d'énergie. Et ils sont allés voir l'histoire des voitures électriques. Ils ont cherché dans les vieux journaux historiques tous les endroits et les moments où on avait parlé de la voiture électrique. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, là. Elon Musk n'a absolument rien inventé ici. Ça existait depuis très, très longtemps. Donc, tu sais, c'est super intéressant d'utiliser ces outils-là. Puis malgré le fait que originalement, la, la boîte à outils a été faite pour les études sociales, ça peut être utilisé pour bien d'autres sujets. Puis, si ça va, je pense qu'on a le temps, Suzanne. Je vais juste vous amener sur la boîte à outils en études sociales. J'en suis pas mal fier, je dois avouer. Et je vais vous montrer quelques petites choses. Oui, il nous reste à peu près 15 minutes. OK, parfait. Donc, boîte à outils en études sociales, donnez-moi un instant. En fait, je l'aime tellement, la boîte à outils en études sociales que j'ai créée, que j'essaie de racheter mes droits du Centre Franco pour en faire une version anglophone, parce que j'ai beaucoup d'écoles anglaises qui voudraient l'utiliser. Mais en gros, si vous venez ici sur la boîte en outils d'études sociales, vous avez la possibilité de télécharger la fiche. Donc, c'est un PDF, encore une fois, que vous pouvez imprimer. Vous avez les 10 outils qu'on utilise. Et comme même les médias sociaux, on pourrait dire, hein, pourquoi est-ce qu'on veut les médias sociaux là-dedans? J'ai des élèves qui s'intéressent, par exemple, à l'opinion que les gens ont sur les énergies renouvelables dans différentes régions du Canada. Donc, ils vont recueillir des tweets ou recueillir des mises à jour Facebook et ils vont les comparer l'Ontario versus le Québec versus l'Alberta. Pas mal de choses, pas mal cool à faire aussi là-dedans, parce qu'oubliez pas que les sciences, malgré le fait qu'on s'intéresse à la science comme telle, il y a des incidences économiques, environnementales, sociales. Hein. Ça change les gens, les concepts scientifiques, puis c'est important que les élèves fassent ces liens-là aussi. Donc ici, vous voyez qu'il y a 10 vidéos pour le personnel enseignant et il y a 10 vidéos pour les élèves. Donc si vous prenez par exemple les cartes géographiques interactives, vous chargez la vidéo, vous allez voir ici un Dominique beaucoup plus jeune, quasiment 15 ans plus jeune, qui va vous guider à travers l'utilisation de cet outil-là. Donc, je présente les différentes choses. Ici, je présente entre autres l'outil Google My Map qui qui permet à des élèves de créer leur propre carte géographique interactive. Donc, dans le fond, ils créent leur propre Google Maps. Fait que ça, c'est la fameuse boîte à outils. Vous avez la vidéo pour l'élève. Encore une fois, si vous enseignez les études sociales, c'est un outil incroyable. Puis si vous enseignez les sciences, ben, j'ai réussi à adapter tous ces outils-là à leur utilisation en sciences. Je vais recharger la présentation. Ce ne sera pas bien long. Parce qu'on est rendu au deuxième processus, qui est super important, la démarche expérimentale. On dit à nos élèves de faire des expériences. Gardez en tête que juste utiliser du matériel, ce n'est pas nécessairement faire une expérience. Hein. Ça pourrait être aussi juste de faire une recherche, parce que dans l'expérience, l'élève doit volontairement changer une chose. Il doit se trouver quelque chose qui va changer. Puis quand les élèves sont plus jeunes, on va parler, ah, tu changes quelque chose. Quand ils sont plus vieux, on va commencer à utiliser le mot variable. Je change une variable. Donc, le vocabulaire fait partie du programme. On a la variable indépendante, qui est la variable que je choisis en tant qu'expérimentateur de changer. Vous avez aussi la variable dépendante. Ça, c'est celle-là que je vais mesurer pendant mon expérience. Et vous avez toutes les variables contrôlées. Ça, c'est les choses que vous allez garder pareilles d'un essai à l'autre. Donc, par exemple, si on étudie la force magnétique, parce que ça fait partie du programme,
En utilisant un électroaimant, ben, je pourrais choisir de changer le nombre de spires autour de mon clou et vérifier le nombre de trombones qui vont être attirés. Donc, le nombre de spires, si je fais un clou avec 100 spires, 200 spires, 300 spires, 400 spires, ça, c'est la variable que je change volontairement. C'est une variable indépendante. La variable que je vais mesurer pendant l'expérience, c'est la variable dépendante. Combien de clous est-ce que je réussis à tirer avec chacun de mes aimants? Et les variables contrôlées, c'est ce qui va être pareil. Par exemple, tous mes clous doivent être pareils. Tous mes trombones doivent être pareils. La distance à laquelle je vais mettre les trombones et le clou, qui va servir d'aimant, doit être la même d'un essai à l'autre. Il ne faut pas que je change ces choses-là. Parce que ce que je veux, c'est d'avoir un test qui est juste et équitable. On veut. Tu sais que les élèves nous disent souvent en milieu anglophone, ah, Monsieur, ça, c'est pas fair, ça. Ou c'est Monsieur, c'est full fair, ça. Bien, on veut que ce soit fair. On veut que ce soit un test juste et équitable. Donc, entre autres, avec les enfants plus jeunes, vous allez plutôt parler de qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'observe ou je mesure pendant mon expérience et qu'est-ce que je vais garder pareil d'un essai à l'autre. Tandis que lorsque les élèves sont plus vieux, comme quand on arrive en 4, 5, 6, vous allez voir dans votre programme, c'est là qu'on commence à utiliser les vrais mots, indépendante, dépendante et contrôlée. Mais on peut commencer avec ça parce que n'oubliez pas que pour les élèves, c'est probablement tout à fait nouveau, hein. On commence à mettre en œuvre le curriculum et on a un certain rattrapage à faire. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'élève change qu'une seule variable. Et ça, là, tu sais, moi, je visite beaucoup des expo-sciences présentées par des jeunes enfants, là. C'est la chose que je vois le plus souvent comme erreur, c'est qu'ils changent plein de variables en même temps. Et en changeant plus qu'une variable à la fois, ben, tu ne sais pas quelle variable a vraiment eu un effet sur ta fameuse variable dépendante, sur le résultat. Donc, ça, c'est super important. Donc, on a une qu'on va changer. Et ici, je reviens à l'exemple des éoliennes, parce que veut pas, ça fait partie de notre domaine d'énergie, les énergies renouvelables. Donc, une des expériences que j'adore faire, c'est que les élèves me conçoivent une éolienne, puis on les met à l'essai, puis on vérifie l'énergie qui va être produite par chacune des éoliennes en utilisant un petit multimètre. Donc ici, une des variables que les enfants peuvent changer, c'est le nombre de pales. Donc, quand on a une éolienne, il y a des pales qui forment l'éolienne. Bien, je pourrais changer volontairement le nombre de pales. Et ensuite, bien, je vais avoir une autre variable qui va être ma variable dépendante. Donc, le nombre de pales, vu que c'est moi qui décide de le changer, et que je vais avoir, disons, 4 éoliennes différentes avec des nombres de pales différentes pour chacune, ben, moi, ce que je vais mesurer pendant ça, c'est la quantité d'énergie produite. Donc, ça, c'est ce que je vais mesurer pendant mon expérience. Je vais avoir mes différents modèles, je vais les tester et je vais vérifier comment ça va changer. Par exemple, l'intensité lumineuse d'une petite ampoule que j'ai branchée à mon éolienne. Évidemment, plus ça produit d'énergie, plus mon intensité lumineuse devrait être grande. Mais là, on se demande, est-ce que le nombre de pales a vraiment un effet ou est-ce que c'est. Mais là, tu sais, le problème, imagine qu'un élève change le nombre de pales, il change la forme des pales, il change la hauteur des éoliennes, la distance entre le vent, qui est souvent un ventilateur qu'on utilise, hein, ou un séchoir à cheveux, et son éolienne. Peut-être que s'il utilise des fils différents, une lumière différente d'un essai à l'autre, s'il n'utilise pas le même type d'ampoule, ben ça vient tout changer les résultats. C'est pour ça que l'élève va devoir avoir des variables contrôlées. Donc, les variables contrôlées, c'est les choses qui demeuraient les mêmes d'une à l'autre. Donc, par exemple, dans le cas de l'expérience sur l'éolienne, que je vous recommande fortement, c'est une super fun quand on travaille les énergies renouvelables, parce que, tu sais, ça peut être dry avec les élèves de dire tu vas faire de la recherche sur les énergies renouvelables, tandis que si eux-mêmes créent de l'énergie à partir de leur propre éolienne, ils la fabriquent, tu sais, c'est un apprentissage qui va être beaucoup plus, qui va rester beaucoup plus, et ils vont se pratiquer à utiliser la démarche scientifique. Donc, par exemple, les choses qu'on garderait constantes d'un essai à l'autre, la hauteur de la tour, la forme des pales, l'inclinaison des pales, le matériel dont est fait l'éolienne. Je ne peux pas en faire une en plastique puis une en carton. Parce que dans le fond, moi, la seule chose que je veux changer, c'est le nombre de pales. Je ne peux pas utiliser des ventilateurs ou des séchoirs à cheveux différents. Ce ne serait pas juste. Hein? N'oubliez pas, il faut que ce soit juste et équitable. Monsieur, il faut que ce soit full fair. Hein?
Donc, la distance entre le séchoir à cheveux et mon éolienne. Fait que ça, c'est les choses que je vais garder constantes pour que mon test soit juste et équitable. Et ça, c'est quelque chose que vous devez amener dans chaque expérience. Même si vous allez voler une expérience en ligne. Il y a des super bonnes expériences comme Six Science, c'est un canal YouTube où on fait des super belles expériences scientifiques. Prenez le temps de demander à l'élève qu'est-ce que tu vas changer d'un essai à l'autre. Hein? Quelle est la variable que tu vas changer? Qu'est-ce que tu dois contrôler? Qu'est-ce qui doit être pareil d'un essai à l'autre? Super important. Et aussi que l'élève réalise que aucune expérience est parfaite et il peut y avoir des sources d'erreur. Des sources d'erreur, c'est souvent ce que j'appelle des variables incontrôlables. C'est difficile à contrôler, comme par exemple, une source d'erreur, ça pourrait être est-ce qu'il y a la ventilation que dans la salle de classe. Tu n'es pas responsable du système de chauffage ou de climatisation de ton école. Ça pourrait venir influencer tes essais. Mais dans la mesure du possible, il faut tenter de limiter ces sources d'erreur. Et ensuite, ben, l'élève doit rédiger sa question d'expérience. Si je change le nombre de pales, qu'arrivera-t-il à mon intensité lumineuse? Fait que ça, c'est la question d'expérience. Et là, l'élève doit faire aussi une hypothèse. Et dans son hypothèse, ce qui est super important, c'est de réutiliser les variables. Parce qu'on doit s'assurer que l'hypothèse peut être soit infirmée ou confirmée. Comme par exemple, je pourrais dire, si le nombre de pales augmente, alors l'intensité lumineuse de mon ampoule augmente. Ça peut être vérifié. S'il y en a un qui augmente, est-ce que c'est vrai que l'autre va augmenter? Ça arrive souvent que je vois des hypothèses qui sont mal formulées. Comme par exemple, je vois souvent des élèves, ah, je prédis que mon éolienne A sera la meilleure. La meilleure, c'est un mot trop vague, tu sais, c'est pas assez précis. Ou si le nombre de pales change, alors l'intensité de lumineuse de l'ampoule change. Le mot change n'indique pas la direction du changement. Pas bon. Et je pense que, Suzanne, tu mentionnais qu'en sixième année, on parle beaucoup de changement. Hein? Donc, je pense que c'est là que vous pouvez mettre Oui, l'accent aussi sur le changement aussi. il nous reste 2 minutes, mon cher. Parfait, parfait. Donc, ici, vous voyez des exemples d'hypothèses bien rédigées. Donc, si le nombre de pales augmente, alors l'intensité de la poule augmentera. Donc, ça, c'est bien rédigé parce que on peut la vérifier. Et vous avez ces affiches ici. Ça, c'est les affiches de Smarter Science. Donc, si vous ne les avez jamais utilisées, je vous invite à les télécharger et vous allez voir que ça vous aide à créer ce bon vocabulaire et à utiliser la bonne formulation pour l'hypothèse. On a aussi des nouvelles affiches que vous pouvez télécharger qui sont faites pour les enfants plus jeunes, sont plus imagées. Mais tu sais, si vos élèves, c'est la première fois qu'ils font des expériences et qu'ils développent leurs expériences, bien, je vous suggère d'utiliser ça. Je termine en vous disant que le processus de design en ingénierie existe. En gros, c'est que l'élève fait des inventions pour répondre à des besoins. Je vais juste vous amener, je vais sauter ces diapositives-là, vous pouvez les lire vous-même, et je vais vous amener au processus. Dans le processus de design en ingénierie, les élèves doivent trouver des vrais problèmes. Des vrais problèmes d'énergie, comme par exemple, moi, un des problèmes que j'ai, j'oublie ma cafetière allumée. Ça gaspille de l'énergie. Hein? Donc, un élève qui créerait un petit processus, une petite machine, utiliser un microbit pour éteindre sa cafetière lorsqu'il ne voit plus d'humain présent, ben, ça serait une invention que l'élève pourrait faire. Donc, dans le processus de design en ingénierie, vous avez ici une belle affiche que j'ai réalisée. Ça explicite les différentes parties du processus de design en ingénierie, incluant comprendre le problème et vous embarquez ensuite dans la boucle où tu fais des mises à l'essai, tu conçois des idées, tu assembles ton prototype, tu fais des mises à l'essai jusqu'à temps que tu aies ton produit fini. Donc, ça, c'est le processus de design en ingénierie. Je pense que mon temps est terminé. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller chercher dans la présentation. Le but, c'était de vous donner un aperçu, mais j'espère que ça vous donne le goût de faire des expériences où les élèves vont vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je peux changer. Merci, Dominique, c'était super. C'est toujours plaisant la façon que tu articules les idées. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Puis, je pense que ça va aider les enseignantes justement à savoir comment aider leurs élèves et les aider eux-mêmes à comment mieux
organiser puis des activités puis d'apporter les sciences parce que c'est vrai, il y a beaucoup de verbes comme j'ai mentionné au début que il faut les travailler avec nos élèves puis il faut vraiment qu'on prenne le temps de les regarder, de les comprendre puis après ça de trouver qu'est-ce qu'on peut faire comme un mot que tu as utilisé beaucoup, Dominique. Qu'est-ce qui pourrait être le fun pour justement démontrer comment qu'on observe, comment est-ce qu'on explique? T'sais, vous allez voir dans les mots, dans les habiletés, c'est beaucoup de verbes qui sont peut-être, on pense que nos élèves comprennent, mais peut-être pas dans un contexte scientifique. Puis je pense que justement, de l'utiliser, des petits bouts ici, des petits bouts là, de faire des... Parce que vous allez remarquer qu'il y a énormément de parallèles avec la littératie puis la numératie. Donc, d'utiliser les sciences puis l'intégrer autant qu'on peut dans les autres sujets, c'est super. Donc, quand l'élève est en train d'expliquer, bien, on utilise ça, on peut faire le transfert, on peut l'utiliser en français. Tu sais, c'est l'approche neurolinguistique, on l'utilise un peu tout partout. C'est pas juste développer du vocabulaire scientifique puis de comprendre puis qu'on l'utilise simplement en science. On l'utilise ailleurs, etc. Donc, ça, c'est super important. Donc, écoute, je vous remercie énormément. J'espère que ça vous a donné un premier aperçu de énergie. On est allé extrêmement vite, mais c'est parce que je voulais vraiment vous donner la chance d'avoir l'opportunité de connaître un peu la méthode scientifique. L'énergie, je vous fais confiance de votre professionnalisme. Vous êtes capable d'aller voir, aller fouiller puis trouver des choses qui vous sont utiles. Comme j'ai dit, on va avoir des activités qui vont être développées pour vous autres très bientôt que vous allez pouvoir utiliser dans la salle de classe. Et sur ce, je suis à la recherche. J'aimerais fonder un comité pour la province. Il existe un pour les écoles, les anglophones. Mais moi, j'aimerais ça qu'on développe un comité de sciences pour les enseignantes francophones et immersion, parce qu'on travaille avec des partenaires en immersion, pour justement travailler avec moi et mon équipe, et puis qu'on puisse faire la validation, qu'on est capable de faire des suggestions. Y a-t-il des activités que vous avez entendues? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aider à développer des ressources qui vont être pratico-pratiques pour nos enseignants, pour nos élèves? Si on fait une formation sur, par exemple, l'approche par projet, ben peut-être qu'on est capable de mettre ça ensemble. Moi, je ne travaille pas à temps plein, je travaille peut-être 4-5 jours par mois seulement. Donc, j'essaie de tout faire ça avec mon équipe pour justement monter ça, mais j'ai besoin de l'aide. Donc, si jamais, je vais mettre mon courriel dans le chat, puis si jamais il y en a ici qui seraient intéressés, je compte que ça serait probablement euh, 4, euh, 4 activités par mois, 4 rencontres par année, pardon. Donc, ça serait pas, donc je répète, j'étais confuse, c'est 4 rencontres pour l'année complète scolaire. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous pensez qui vous intéresserait, bien, ça me ferait plaisir. Autant qu'on peut travailler ensemble, le mieux que c'est. Donc, OK, donc merci tout le monde. Et donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis merci de faire partie de nous autres ce soir et de prendre du temps.